Bonjour et bienvenue dans cette seconde édition de notre table ronde entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la démarche RSE, prérequis pour les PME et TI, et voir comment est-ce qu'on peut essayer d'aller au-delà du simple discours et initier une vraie démarche, engager les collaborateurs. Avant de commencer, on peut faire un rapide tour de table pour présenter les 4 intervenants que nous avons aujourd'hui. Jenny Maillet, responsable marketing pour Acanexia, cabinet d'audit et conseil expertise comptable à Paris. Sandrine Gimat, associée audit et RSE au cabinet à Paris. Vincent Bronze, je suis le PDG de la société Etna France. Nous sommes concepteurs, fabricants, installateurs d'ascenseurs de maison, de monte-charge et d'élévateurs pour personnes à mobilité réduite. Une PME que j'ai créée il y a 35 ans maintenant, qui compte 130 salariés, qui fait 18 millions de chiffre d'affaires et qui est basée à Taverny dans le Val-Oise, et le site de production est dans l'Eure. Voilà, nous fabriquons à peu près 1000 appareils par an pour nos clients et nous installons dans toute la France avec une petite partie à l'export pour 3 à 4%. Donc Jean-Baptiste Chérer, donc moi je suis directeur financier de la société Teranga Software, qui est un éditeur de logiciels de soins pour les établissements médico-sociaux, donc principalement les EHPAD et les structures de handicap. Donc c'est une société qui a été créée en 2008, qui a été accompagnée depuis 2018 par 2 fonds d'investissement, donc Extens et BPI France. Et c'est une société qui est basée principalement à Paris, mais aussi sur tout le territoire français, et qui regroupe à peu près 90 collaborateurs qui travaillent pour la majorité en télétravail. Bonjour, Déborah Dréan, je suis responsable communication et stratégie RSE de la société Teranga Software. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Un petit rappel avant de commencer, vous avez un chat qui est à votre disposition en bas de l'écran, vous pouvez poser les questions et on essaiera de prendre 10-15 minutes à la fin pour y répondre. Sandrine, peut-être, on va commencer sur la RSE, donc c'est un terme qui est parfois galvaudé aujourd'hui. Est-ce que, en quelques mots, tu pourrais rappeler ce qu'implique la RSE, dans quelle mesure on peut dire qu'on fait de la RSE ? Donc déjà, RSE, c'est un acronyme qui veut dire responsabilité sociétale dans le sens où c'est social plus action de l'entreprise dans son environnement et environnemental de l'entreprise. Donc avoir une démarche en RSE pour une entreprise, c'est essayer de mettre en œuvre des actions qui vont lui permettre au niveau social, au niveau environnemental, au niveau de sa gouvernance et vis-à-vis en termes de relations avec ses parties prenantes, de s'améliorer, de faire en sorte d'être durable et de faire que son environnement soit également plus durable. Donc on va à chaque fois analyser ce qui se passe au niveau social, qu'est-ce qui peut être fait au niveau en termes de qualité de vie au travail, de sécurité physique des salariés, de formation, de plan de carrière, de partage de la valeur, dans le sens partage de la valeur économique du résultat, comment on fait participer tous les membres de l'entreprise à cette valeur. Il y a également comment faire en sorte de favoriser la diversité, puisque la diversité, c'est aussi une richesse. Donc, est-ce qu'on est capable de faire rentrer cette diversité dans l'entreprise pour grandir, pour être plus durable? Ça, c'est la partie sociale. Certaines entreprises oublient que la RSE, c'est aussi social. Il y a la partie environnementale à laquelle on pense plus souvent, rapidement, où là, il y a le contrôle des émissions, éviter de ne pas polluer, faire du recyclage, de l'éco-conception, des actions diverses et variées. En gouvernance, en matière de gouvernance, comment faire en sorte que son entreprise reste pérenne au niveau financier, ne pas prendre des chemins hasardeux, puisque là c'est très, très dangereux. Avoir une gouvernance qui soit indépendante et compétente, c'est-à-dire qui puisse s'ouvrir un peu sur le monde, qui ne soit pas trop focusée, pour pouvoir prendre des bonnes décisions et voir les évolutions de l'environnement. Ça peut être assurer la sécurité des données, c'est très très varié. C'est très varié. Très varié. On dit parfois qu'il y a autant de moyens de faire de la RSE qu'il y a d'entreprises, en fait, c'est propre à l'ADN de chacun. Et est-ce que on y répondra un peu plus après en rentrant dans le détail de ce que vous avez pu faire pour 2 entreprises, mais est-ce qu'on constate qu'il y a des pratiques a priori différentes en fonction de notre taille, parce que nous là on va plus parler des PME ETI, mais PME ETI, grande entreprise, est-ce que finalement la RSE peut être accessible à toutes ces tailles d'entreprise? La RSE est accessible à tout le monde, à tout type d'entreprise. À la limite, dans une plus petite entreprise, il y a une grande proximité avec les salariés, l'outil de production. Donc c'est plus facile de faire des actions, de mettre en œuvre des projets pour s'améliorer. Par contre, une petite entreprise ne va pas formaliser. C'est-à-dire qu'elle va faire de la RSE sans le savoir et sans pouvoir communiquer sur ce fait-là. Donc mettre en place une démarche RSE, c'est déjà prendre connaissance de toutes ces actions qui sont mises en œuvre, analyser les
sujets sur lesquels on peut avoir le plus d'impact, parce qu'une entreprise qui est une entreprise industrielle va avoir plus d'impact de risques environnementaux. Une entreprise qui a un effectif très important sera plutôt sur des problématiques sociales, donc il faut aller sur les sujets qui ont le plus d'impact, définir des politiques, savoir où on veut aller et mettre en place également des instruments de mesure. C'est à cette étape-là où c'est un peu plus compliqué pour une PME parce que ça demande de mettre en place une structure, de dédier une personne partiellement ou totalement, mais voilà. Mais toute entreprise fait de la RSE en général. Après, c'est la façon de le faire, la façon de communiquer, de le mesurer qui varie énormément. Alors c'est vrai qu'on peut avoir parfois des facilités de travailler sur un domaine plus que d'autres. On parlait de la partie environnementale pour les sociétés industrielles. Pour Etna, par exemple, qu'est-ce qui a déjà été mis en place? Est-ce qu'il y a des projets en cours de réflexion, des éléments qui ont motivé peut-être des réflexions sur ce domaine? Alors historiquement, on fait de la RSE sans le savoir, comme disait Sandrine à l'instant. Nous, ce qui nous a conduit, c'est notre volonté avant tout d'être le plus proche de nos clients. Et par là, de formaliser le mode de production que nous avions, et notamment de faire le choix de l'origine France Garantie, qui pour nous est le premier acte fondateur de notre démarche RSE, et de se dire qu'à partir du moment où on achète à côté de chez soi, qu'on produit à proximité, alors on fabrique, on fait de la tôlerie, donc on a principalement de la tôlerie, de la menuiserie, on utilise de l'aluminium, enfin tout un tas de matériaux plus ou moins recyclables, mais en tout état de cause, dans un premier temps, il fallait que ça provienne de France et que ce soit fabriqué en France. Donc limiter la sous-traitance étrangère et favoriser également, pour des raisons historiques, l'emploi local en zone rurale. Et là aussi, de préserver des emplois qui existaient depuis fort longtemps en zone rurale et ne pas faire le choix d'aller sur une zone urbaine où potentiellement on aurait perdu des compétences et on aurait aussi délocalisé quelque chose qui fonctionnait bien depuis fort longtemps. Donc l'origine France Garantie, c'est une attente de nos clients. C'est le premier critère d'achat. Notre cible de clientèle est principalement senior, donc au même titre que le prix, ils vont regarder d'où ça vient. Le Covid a même approfondi ce souhait avec la crainte de services après-vente, de pièces détachées qui ne viennent pas de Chine. Et donc voilà, c'est vraiment l'acte fondateur de notre démarche RSE, c'était Origine France Garantie et labellisé. Dans ce cadre-là, c'était aussi de faire appel à un bureau extérieur, donc Bureau Veritas en l'occurrence, pour se dire qu'on peut avoir toutes les démarches que l'on veut, mais à un moment donné, il faut les confronter avec un process. Et la RSE peut aussi être processée dans l'entreprise pour être certain qu'on ne s'éparpille pas. Là qu'on fait effectivement, alors chez Etna, on a des ruches, on fait du miel qui permettent de créer des ateliers collaboratifs qui est distribué à nos parties prenantes. Bien évidemment. Il est excellent. On a également des actions QVT fort importantes, des engagements QVT régulièrement mis à jour, où sont associés bien évidemment nos élus et nos personnels. Mais tout ça doit rentrer à un moment donné dans une démarche logique et construite. Donc on a fait l'expérience du label Lucie, qui est vraiment spécialisé en RSE. Et là, on a mis en place des processus avec des engagements. La démarche RSE, c'est une démarche d'engagement. On prend l'engagement de faire. On n'est pas contraint, donc il ne faut pas se mettre des engagements qui soient inatteignables, trop longs, trop compliqués, trop sophistiqués, en tout cas déconnectés de ce qu'est son personnel. Nous, on a des personnels très variés, des personnels d'usine, des personnels tertiaires, des personnels d'installation, beaucoup de gens mobiles, la moitié de mobiles, la moitié de tertiaires, et donc tout ça doit correspondre à l'ADN de son entreprise et évoluer aussi avec l'entreprise. Donc label Lucie, on avait pris des engagements qui, au bout de 2 ans, se sont avérés trop contraignant, ou en tout cas trop rapide. On pensait que sous 2 ans, on aurait pu atteindre tel ou tel objectif, et on n'a pas réussi à les atteindre. Et du coup, on s'est dit qu'on n'emportait plus l'adhésion du personnel, parce que nous-mêmes, encadrant, on ne réussissait pas
à aller jusqu'au bout. Parce que Et donc peut-être on vous a... ne trouvez pas complètement dans ces recommandations qui n'étaient pas tout à fait Alors c'est les nôtres, personnalisées avec votre... c'est les nôtres, mais je pense qu'on a été trop ambitieux. Je pense que, alors c'est l'ambition du débutant peut-être, quand on se dit on va faire de la RSE, on se dit on va faire plein de choses, avant même de mesurer d'ailleurs la totalité des choses qu'on peut mettre en place, la charte éthique, des formations anticorruption, tout ce qui permet de rappeler, tout ce qui fait l'éducation finalement à la RSE, tout ce qui fait qu'on rappelle à nos salariés qu'eux-mêmes, dans le tri de leurs déchets, ils font déjà de la RSE, mais que ça doit être tout ça à un moment donné mesuré. Trier les déchets ne suffit pas à faire une démarche RSE. C'est comment on se tourne vers nos parties prenantes, comment nos fournisseurs, on vérifie qu'eux-mêmes ils n'ont pas des pratiques qui sont contraires à notre charte éthique. Est-ce que les valeurs de l'entreprise leur plaisent? La RSE, je pense, ça donne avant tout, ça doit donner un sens aux salariés de travailler dans cette entreprise. Et ensuite, cette entreprise-là, elle n'est pas toute seule, elle est dans un environnement donné et elle doit rayonner dans son environnement les fameuses parties prenantes. Donc on s'est rendu compte qu'on avait été trop ambitieux, que les salariés n'adhéraient pas ou n'adhéraient plus, et on a pris la décision d'arrêter le label Lucile pour ne pas se mettre une contrainte inatteignable, parce que là on crée de l'échec et ça n'a pas d'intérêt. Et du coup on a réintégré, c'est notre ingénieur qualité. Donc nous sommes certifiés ISO 9001 version 2015. C'est là-dessus qu'est structurée l'entreprise, tout son fonctionnement, avec là des processus métier par métier, service par service. Et on a intégré nos concepts RSE ou nos souhaits RSE ou nos engagements RSE, on les qualifie comme on veut en fonction de leur degré d'importance, et on les a intégrés dans nos process de fonctionnement. Et donc chaque mois, quand on passe en revue les processus de fonctionnement de l'entreprise, on passe également en revue l'état de notre démarche RSE, et quelque part c'est plus facile. Alors la question à chaque fois c'est est-ce que la RSE ça coûte? Oui, ça coûte parce qu'ils consacraient du temps, et le temps, voilà. Mais ce temps-là, on se rend bien compte qu'il permet la cohésion, il permet le travail d'équipe, il permet le dialogue au-delà de la machine à café. C'est-à-dire qu'on peut se réunir de façon un peu plus formelle et débattre de tel ou tel sujet qu'on a envie de pousser collectivement ou par petits groupes. Et donc il faut un animateur. Je pense que je ne vois pas l'expérience. On a démarré en 2017, l'expérience faisant, je vois bien que s'il n'y a pas quelqu'un qui vient un peu aiguillonner de temps en temps ou rappeler la réunion, on a du mal à se remettre autour de la table pour se dire tiens, comment on rayonne, qu'est-ce qu'on fait, voilà. Et après, le plus important, c'est vraiment d'expliquer, de modifier les comportements dans l'entreprise pour que chacun à sa place, chacun dans son job se dise tiens, ce que je fais c'est conforme à la charte RSE de l'entreprise et aussi et se poser la question de ce que je fais, est-ce que c'est vraiment, c'est qui se pose la question, est-ce que ce que je fais, alors je parlais de la benne, des bennes à déchets, nous on a beaucoup de déchets industriels, des déchets tertiaires, et donc là aussi c'est de se dire, est-ce que je fais bien en fait, est-ce que je fais bien, est-ce que je peux faire mieux, voilà. Et ça je pense que c'est vraiment important. Alors la RSE c'est pas que les déchets, hein, voilà, non, ça peut être beaucoup de choses. Et... Voilà, qu'on soit clair. Voilà. Je pense, Vincent, de l'expérience que j'ai pu avoir d'un certain nombre d'entreprises, parce que j'ai fait une quarantaine, cinquantaine de diagnostics RSE avec des dirigeants, le fait qu'il y ait une implication de la direction, c'est super important. Le fait qu'il y ait quelqu'un qui, dans l'entreprise, soit chargé de suivre les choses et qu'il y ait des rendez-vous réguliers pour pouvoir faire le point, voir où vous en êtes et éventuellement réorienter, comme vous l'avez fait avec le label Lucie, quand on est allé trop loin ou c'est pas le bon axe qui a été identifié. Alors après, juste pour compléter, hein, effectivement, il y a des process, hein, il y a l'ISO 26000 hein, qui explique et qui aide, qui n'est pas contraignant. C'est une norme qui n'est absolument pas contraignante. Et puis par contre, est un vrai fil guide pour ceux qui veulent implanter la RSE dans leur entreprise, qui nous a vraiment aidé à restructurer notre façon de faire et notre façon de voir. Et là, on est dans une démarche parce que industrielle, ISO 14000, où nos parties prenantes, c'était la question initiale, nous demandent des garanties, une traçabilité
de notre production et de la totalité, de la durabilité de notre production, de nos installations, y compris, par exemple, et là c'est une démarche RSE, de faire le choix marketing, commercial, mais aussi RSE, de garantir tous nos équipements 5 ans. C'est-à-dire qu'on est les seuls à garantir notre production 5 ans, donc donner à nos clients donc des ascenseurs de maison, donc c'est quelque chose qu'on achète qu'une seule fois dans sa vie, et donc de faire en sorte que le client, quand il vient chez nous, voilà, et donc c'est de se donner les moyens en R&D de garantir le fait qu'il ne faut pas que ce soit un coût. Donc en fait, il faut que nos produits soient suffisamment durables, pensés sans obsolescence, programmés, bien évidemment, qu'ils durent suffisamment longtemps pour satisfaire aux besoins du client et également contribuer. Et du côté Teranga Software, alors, là on a parlé de la partie industrielle, chez des éditeurs, est-ce que vous ressentez des attentes de la part de vos parties prenantes un peu différentes? Il y a d'autres éléments qui vous ont motivé justement dans ces démarches? Je dirais que nous, ce qui nous a motivés, c'est d'arriver à accompagner la croissance de la société, principalement du coup sur le volet des ressources humaines. Donc ça, c'était au niveau de l'intention, où on avait une obligation un petit peu de clarifier, de mieux définir un peu notre identité, de bien comprendre quelles étaient nos valeurs propres, pour pouvoir arriver à bien les incarner et arriver aussi à fidéliser et motiver les équipes existantes, mais aussi arriver à mieux capter un petit peu les compétences et les talents à l'extérieur. Donc ça, c'était très important. Comme l'a souligné Sandrine, ce qui est aussi capital et primordial, c'est d'avoir l'adhésion de la direction. Et par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a aussi des préjugés qu'on a et qu'il faut vaincre. Par exemple, arriver à accepter que le RSE n'est pas exclusif, ni n'est pas le monopole des grandes entreprises, que le RSE ne va pas obérer des résultats financiers, que le RSE ne va pas cannibaliser un emploi du temps. Donc on voit que déjà, il y a un travail, je dirais presque intime, qu'il est nécessaire de produire. Suite à ça, après, c'est vrai qu'il faut aussi arriver à faire preuve quelque part de pédagogie pour pouvoir faire adhérer l'ensemble des équipes à cette thématique, parce qu'on voit bien que c'est sur la base du volontariat, de la spontanéité, sinon on passe à côté de la cible, ou sinon les mesures ne sont qu'éphémères, elles ne sont pas suivies dans la durée. Donc ça, c'était pas forcément très évident, parce que généralement, les gens connaissent le RSE, on en a rappelé la définition tout à l'heure, mais c'est quelque chose d'assez hybride, d'assez flou. Donc voilà, il y avait un effort de définition qu'il fallait faire pour notamment arriver à démontrer que le RSE, ça ne se limitait pas à l'environnement, que le spectre était beaucoup plus large, qu'il y avait une complexité qui était réelle, qui était d'actualité. Il fallait aussi arriver à témoigner à l'ensemble des salariés que ça n'allait pas occasionner une surcharge de travail par rapport à leur fonction. Donc ça, c'était aussi important. Et aussi leur objectiver le fait que la démarche elle était sincère, elle était authentique et qu'elle n'avait pas lieu à être utilisée à des fins marketing ou opportunistes. Donc ça, c'était aussi très important. Donc là, on est toujours au stade des préalables qui prennent du temps, qui est un temps quelque part incompressible pour arriver à mûrir et un petit peu digérer la démarche. Après, la question, c'était comment passer du pourquoi au comment. Et donc, par rapport à ça, on avait besoin entre guillemets, une petite pousse dans le dos pour arriver à sauter du petit bassin dans le grand bain. Et c'est vrai que c'est un élan qui nous a été offert par notre investisseur de référence, donc par le fonds Extense, qui nous a incité et suggéré à faire un audit de maturité, donc avec le cabinet AC en général et Sandrine en particulier, parce que c'est vrai que c'est une thématique qui est passionnante, mais qui peut aussi effrayer. Par exemple, on peut s'interroger sur le premier volet à adresser, quel indicateur utiliser, quel format de reporting adopter. Donc on voit qu'on a vraiment un impératif qui est de structurer la démarche, d'avoir une méthode, de désigner les bons indicateurs RSE qui soient à la fois faciles d'accès, qui soient précis, qui soient fiables, qui soient rigoureux. Donc par rapport à ça, on avait besoin de ce pied de recul, de ce regard extérieur pour nous aider à être plus clairvoyants quelque part sur nos agissements, pour aussi nous encourager sur des initiatives futures.
Donc je dirais que ça, c'était un petit peu la genèse de la démarche RSE chez Teranga, qu'on a complété avec la nomination de Déborah comme responsable RSE. Ça a été la première étape, effectivement, de la mise en place de la démarche, de nommer en interne un chef de projet, quelqu'un qui guide cette pratique, cette démarche. Ça s'est fait assez naturellement. Au départ, donc moi je suis responsable communication et c'est vrai qu'avoir une position entre la communication interne et la position externe, mêlée avec une casquette qui touche à l'humain et avoir un point de vue sur l'ensemble des services de l'entreprise, et de pouvoir structurer nos actions, les communiquer, les valoriser, ça faisait sens. Et il y a une part d'affinité aussi de l'humain, de sa conscience, et de dire est-ce que c'est un sujet qui m'intéresse, est-ce que c'est quelque chose pour lequel j'ai envie de m'engager, et de prôner en interne les bonnes pratiques, d'essayer de convaincre. Il fallait que nos collaborateurs soient investis également, qu'ils se sentent impliqués dans cette logique. Puisque comme le disait Jean-Baptiste, c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait dans le temps. On est vraiment dans de l'amélioration continue. Donc on est sur un point de départ. Et puis d'abord on structure, on projette, on réfléchit, on échange et on met un plan d'action en place. Sur lequel on va essayer d'évaluer un budget, une enveloppe qu'on a envie on a envie de budgéter en amont et puis de se donner une feuille de route et une direction. Et enfin, effectivement, mesurer le ROI, voir si ces actions payent, que ce soit positif. Tout à fait. C'est vrai que, comme tu dis, c'est quelque chose qui est entre guillemets assez itératif. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une méthodologie type qui fasse consensus sur toutes les typologies d'entreprises. Et donc, par rapport à ça, il y a des allers-retours qui sont un peu nécessaires. Donc, on se découvre aussi dans la pratique du RSE. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est progressif. Et donc, il faut accepter aussi de se remettre en question et de partager aussi avec l'ensemble des salariés. Parce que Vincent parlait aussi de la qualité de vie au travail. Oui. Et c'est important aussi de vraiment faire acte d'humilité aussi par rapport à la sincérité de la démarche, mais aussi les fragilités qu'elle peut comporter. Donc c'est vraiment témoigner d'une intentionnalité, qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi, et que ce n'est pas au détriment des salariés. Et donc c'est à partir de ce postulat-là qu'on peut essayer de créer une espèce de clause d'entraînement pour avoir un effet démultiplicateur. Et on voit que c'est vrai que sur quelques années, au début ça faisait sourire pour ne pas dire autre chose, et aujourd'hui c'est respecté, il y a une vraie attention, les gens se sentent concernés, aussi notamment par rapport à la pandémie qu'on a connue ou par rapport à l'isolement, une certaine souffrance au travail. Voilà, les gens étaient plus préoccupés aussi par rapport à toutes ces choses-là. On a vu aussi que suite justement à ce Covid, il y a eu un phénomène d'exode, donc une volonté d'aller télétravailler. Mais télétravailler, ce n'est pas forcément évident quand c'est soudain, c'est quelque chose qui se prépare. Et c'est pour ça que chez Teranga, on l'avait encadré avec une charte de télétravail, notamment pour essayer de mieux articuler la vie personnelle et la vie professionnelle, pour essayer de bien encadrer aussi tout ce qui est le droit à la déconnexion, de savoir quelles sont les nouvelles routines, quels sont les outils à utiliser pour pouvoir être efficace sans être intrusif vis-à-vis de ses coéquipiers. Donc on voit que c'est quelque chose quand même qui nécessite d'être pensé et pour que ça soit accepté par l'ensemble des salariés. Hein. C'est vrai que nous, le télétravail est proposé depuis l'origine de l'entreprise, depuis 2008. Donc le fait d'être déjà dans ce format-là, on proposait du coup de concilier bien-être et bien-être et performance durable. Et finalement, le télétravail aujourd'hui, on ne le découvre pas. Donc tout le monde était plutôt serein, les collaborateurs étaient déjà dans cette mouvance-là. Et on s'aperçoit aujourd'hui que ça vient au carrefour de notre stratégie RSE, avec des impacts environnementaux
puisqu'on ne pollue pas, on limite les déplacements. Il y a aussi un sujet sécurité au travail, risque professionnel sur les routes, qui est limité. L'entreprise fait des économies et on a des collaborateurs épanouis qui ont une vraie souplesse dans leur travail. Parce que vous avez des actions sur le sujet. Vous ne les laissez pas télétravailler dans leur coin sans aucune intention. Vous avez mis en place des actions pour que ça marche. Et structuré ne veut pas dire coûteux. C'est ça qui est important de souligner, c'est qu'il y a tout un tas de mesures qu'on peut mettre facilement en œuvre. Donc, c'est à la fois rapide et peu coûteux. Par exemple, essayer d'avoir des relations équitables avec ses parties prenantes ou ses fournisseurs. Ça peut être refuser, afficher son refus des pots de vin ou de la corruption. Par rapport à ça, on a mis en place un code éthique et de bonne conduite qu'on fait signer à l'ensemble des salariés dès lors qu'ils intègrent l'organisation. Ça peut être tout simplement de payer ses fournisseurs dans des délais respectables en appliquant la LME, donc 60 jours d'aide de facturation, 45 jours fin de mois. Ça, c'est des pratiques qui sont faciles. Ça peut être aussi un point de vigilance sur le choix de ses fournisseurs par rapport aux critères RSE qu'ils appliquent ou revendiquent. Donc, pour se sensibiliser nous-mêmes, on a adhéré à la charte des relations fournisseurs équitables. Donc, c'est vrai que c'est plein de petites mesures qui, quand on les agrège, forment un tout qui est assez intéressant. On parlait de l'économie d'énergie, de la pollution. J'en reviens au télétravail. Quelque part, quand on propose à quelqu'un de télétravailler, on réduit sa fatigabilité, donc on réduit indirectement l'accidentologie, on réduit la pollution. Après, pour les personnes qui sont dans l'obligation de venir au siège, on favorise la prise des transports en commun ou la mobilité douce. On rembourse à 100% les passes Navigo ou les passes Véligo. Ça aussi, à l'échelle d'une structure qui fait plus de 10 millions de chiffre d'affaires, c'est abordable et c'est des messages qui sont assez forts et qui ont un impact tout de suite immédiat et positif auprès des salariés. Ça peut être aussi trier les déchets. Tout à l'heure, on en parlait, mais c'est mettre plusieurs poubelles, ça ne mange pas de pain, et tout de suite, ça peut avoir un impact assez immédiat sur l'environnement. Ça peut être mettre à disposition de l'ensemble des salariés le guide du tri qui est édité par la mairie de Paris, donc qui fait déjà le boulot à notre place. Ça peut être proposer de la vaisselle pour éviter le recours à des plastiques. Ça peut être utiliser des carafes avec des filtres. Ça peut être prendre des machines avec une machine à café à grains. Donc la liste, elle peut être très exhaustive, très longue. Et on voit que là encore, ça dimensionne tout de suite le volet RSE, et assez facilement, assez simplement, et de façon visible. Je rebondirais là-dessus, sur l'aspect de la QVT. C'était quelque chose qui nous est vraiment extrêmement important dans l'entreprise, et structurer notre RSE. Le socle de notre RSE s'est fait autour de la qualité de vie au travail, parce que j'ai pensé que c'était le bon moyen de faire adhérer. C'est-à-dire que le salarié, à partir du moment où on va structurer, comme tu le disais, au sens de l'écrire, de le charter, d'en faire quelque chose, de négocier si on a des élus, associer les élus, bien évidemment, directement et sans limite à cela, plus et élargir, parce que ça ne peut pas être qu'un rapport paritaire, mais l'élargir à des salariés volontaires, et de structurer une base d'amélioration de la qualité de vie au travail qui par nature va évoluer, et se donner là aussi des objectifs, se dire tiens, à l'échéance de 2 ans, on va essayer de faire ça pour améliorer. Donc nous, en complément des choses que vous avez mis en œuvre, on a les horaires différenciés, c'est-à-dire que les salariés peuvent arriver, alors là encore c'est contractualisé, c'est pas n'importe quoi, mais de dire tel salarié veut commencer à 8h30 ou à 9h ou à 9h30, finir plus tard, déjeuner un peu plus court, etc. Ça c'est structuré dans des chartes ou dans des accords. Voilà, c'est le financement du congé paternité en complément de l'indemnité sécurité sociale. C'est tout un tas de choses qui émane des salariés. C'est que la qualité de vie au travail, on ne peut pas l'imposer. Elle doit provenir d'eux-mêmes, et les réalités et la qualité de nos salariés, qualité au sens de leur profession. Les aspirations ne sont pas les mêmes dans une usine ou dans un bureau ou dans une société de techno, et de faire en sorte que ça soit mis sur la table et soit intégré, soit structuré. Et le fait d'apprendre à structurer, à se réunir régulièrement autour de ces sujets
de qualité de vie travail permet ensuite progressivement de passer à des sujets autres que les seuls désirs ou enfin les seules aspirations des salariés ou du seul bureau. Je pense qu'à un moment donné, la RSE, elle doit être tournée vers les parties prenantes et effectivement, c'est de se dire comment j'achète, comment je paye, est-ce que mes fournisseurs sont tous égaux. Un gros fournisseur qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires, on peut ne pas le payer de la même façon qu'un sous-traitant. Poseur, installateur ou un auto-entrepreneur. Donc voilà, c'est aussi de différencier ça et de faire en sorte que dans chacun des services, parce qu'ils ont déjà travaillé sur des sujets les concernant de qualité au travail et qu'ils voient bien qu'au quotidien, ça modifie la vie, et ben c'est dans leur travail, qu'est-ce que je fais. Et donc c'est finalement, à partir du moment où on a un comité de direction, où on a un management qui est plus collectif, c'est systématiquement de se poser la question, est-ce que ce que je fais là, je peux le faire différemment? Et en le faisant différemment, qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça rapporte à l'entreprise? Et qu'est-ce que ça rapporte à la planète? Alors à la planète ou à la France ou à qui on veut. Mais c'est quel impact j'ai sur mon environnement? Environnement au sens large, là, pas seulement les espaces verts. C'est partie prenante. Et donc c'est s'obliger systématiquement à ne prendre aucune décision sans l'avoir passé au filtre de la RSE. Est-ce que le cloud que j'ai choisi pour sauvegarder mes logiciels, il est aux États-Unis? Est-ce qu'il est dans un pays pas fréquentable? Ou est-ce qu'il peut être en France? C'est quoi l'écart de prix? C'est quoi les contraintes? Et là, c'est quoi l'impact? On doit changer les véhicules. On fait un audit véhicule. On doit modifier le chauffage, etc. À chaque fois qu'on fait un choix de dirigeant, et on en fait... encore plus que des actes de RSE, là, et même des fois sans s'en rendre compte avec l'âge, c'est de se dire, est-ce que ce que j'ai fait là, c'est conforme à une démarche RSE, et est-ce que ça peut profiter à autrui, et en tout cas à la planète. Et donc, à partir du moment où nous, on se pose cette question-là, par entraînement, on entraîne nos équipes, notre encadrement dans un premier temps, et notre équipe dans la foulée. Je pense que la démarche RSE, c'est ça. Après, il faut qu'on n'oublie pas ces fondamentaux, à savoir que c'est la transparence. Donc là, c'est une discussion qu'on a assez régulièrement avec des chefs d'entreprise, c'est jusqu'où on met la transparence, mais il faut que l'entreprise soit transparente. Démarche RSE, il ne peut pas y avoir des choses opaques. Donc c'est de dire, on dit ce qu'on va faire, on fait ce qu'on a dit qu'on allait faire, et ça, il faut là aussi qu'il y ait de la traçabilité dans ces choses-là, que ce soit complètement ouvert. Sinon, on crée de la suspicion, on crée du doute, et on met en péril la sincérité de la démarche RSE. Et également aussi de jamais oublier, ça paraît évident, mais que la RSE, ça démarre après la loi, après le règlement. Donc c'est déjà de valider et de vérifier, et Dieu sait, alors les commissaires aux comptes sont aussi là pour ça, en partie, mais de vérifier que tout ce qu'on fait est parfaitement conforme à la réglementation, y compris ce qui parfois nous dérange. Il y a plein de réglementations qui nous dérangent, il y a plein de réglementations qui nous obligent ou qu'on trouve injustes ou entre guillemets profitables plutôt à tel ou tel, plutôt qu'à soi-même ou à son entreprise. Et donc, tant pis, c'est la loi et c'est la loi. Et donc, c'est de vérifier là encore en permanence qu'on est strictement dans les clous et on applique strictement, sans chercher à détourner. C'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple qui me surprend toujours, c'est le chef d'entreprise qui, à chaque fois qu'ils atteignent 50 salariés, crée une nouvelle entreprise. Et comme ça, moi j'en connais un, il a 4 entreprises de 50 salariés. C'est-à-dire que mon idée, c'est de se dire, non, la législation en France, on dit, au-delà de 50 salariés, on met en place des institutions, on a des représentants. L'intérêt, c'est qu'on a en face des nouvelles parties prenantes que sont les partenaires sociaux, et ils vont nous permettre également d'aller. Donc, c'est pas toujours chercher à contourner. Voilà, la RSE, c'est aussi ça. Il y a un mot qui était intéressant, c'était celui d'association. Et c'est vrai que le RSE, ça permet d'investir l'axe du dialogue de façon totalement entière. On a une vision à 360 degrés avec en interne et en externe, et ça permet vraiment de partager, de dialoguer, de co-construire. En interne, c'est tout simplement en essayant de favoriser l'initiative, la prise de risque, apprendre à oser à ses salariés. Ça c'est très important vis-à-vis de ses parties prenantes. C'est essayer d'avoir une approche aussi empathique, de bien comprendre quelles sont leurs préoccupations. Donc c'est ce qui permet après d'avoir une relation commerciale de confiance, transparente, honnête,
et là aussi durable dans les deux sens du terme. Ça permet de réduire les risques de rupture à tout niveau. C'est de ça. toute façon, avoir une démarche Ça sécurise l'ensemble des parties. Hein. Ça conduit à faire du contrat avec de la confiance. En fait, c'est de partager un certain nombre de valeurs. Et donc la question, c'est réussir à entraîner ses clients. Parfois, c'est un peu plus compliqué, mais selon le type de client. Mais en tout cas, ces parties prenantes, fournisseurs, également les institutions. Quel rapport on a aux institutions? Quel niveau de transparence on a avec les institutions, avec nos banquiers, etc. C'est que ça permet, alors là encore, selon les tailles d'entreprise et puis selon l'interaction des financiers, mais cette transparence-là, elle contribue à cette confiance qui se répand dans l'entreprise et qui crée un état d'esprit qui donne envie aux salariés aussi d'y rester. Enfin, c'est vrai, mais la confiance, elle doit être aussi conquise, ou enfin en tout cas on la doit à ses salariés. On parlait tout à l'heure de la multiplication des structures juridiques. C'est vrai que pour fidéliser l'ensemble d'une équipe, on parle de gouvernance, donc on parle de redistribution, donc on parle aussi d'accords d'intéressement, de participation, où il y a une traduction qui est assez directe, assez immédiate pour chacun. Les efforts sont récompensés, ils sont collectifs. Donc les succès doivent être, généralement, on a tendance à privatiser les succès et à étatiser les échecs. Donc là, quelque part, avoir cette approche-là aussi, ça libère les énergies. Les salariés ont envie de s'impliquer, ont envie d'être force de proposition, sont vraiment tout dédouanés de freins. Et c'est ce qui permet, dans une économie un petit peu numérique, d'arriver à innover, à créer de la valeur, à avoir un regard un peu disruptif. On parle de la valeur, mais c'est un des points, je pense, difficiles dans la démarche RSE, c'est que ça crée de la valeur. On en est tous conscients. Tout ce qu'on a dit montre qu'on crée quelque chose, on progresse, donc on crée de la valeur. Par contre, elle n'est pas encore facile à mesurer. Oui. Donc, je pense qu'au fur et à mesure que ça évolue, on va avoir des outils qui vont permettre de mesurer cette création de valeur de plus en plus facilement, et donc d'aider tous ceux qui vont dans ces démarches à pouvoir. C'est quand même un peu bloquant. On parlait tout à l'heure du filtre justement qu'on s'impose maintenant dans la réflexion, dans la prise de décision, avoir un filtre RSE pour être sûr de pouvoir essayer d'avoir les bons résultats pour l'entreprise, pour la planète, son écosystème. Aujourd'hui, on a des outils qui sont mis en place pour nous aider. On a tous des cas particuliers. Qu'est-ce qu'on mesure aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce qu'on utilise comme KPI peut-être pour mesurer l'impact positif, que ce soit sur des sujets un peu sociaux, environnementaux? Alors, moi, très clairement, je trouve qu'il y a des indicateurs qui nous sont obligatoires à calculer d'ailleurs, dans les bilans sociaux annuels. Le turnover dans l'entreprise, il se mesure une fois par an par obligation sociale, mais on peut parfaitement le surveiller plus régulièrement et de vérifier c'est quoi le turnover de l'entreprise. Recruter et débaucher, ça coûte extrêmement cher. Et donc, donner du sens à l'entreprise, donner envie à nos salariés de venir travailler chez nous et d'y rester parce qu'on offre des conditions de travail et du sens par rapport à, je pense à la jeunesse qui est très très sensible aux sujets environnementaux, je pense qu'on ne les garderait pas si on n'offrait pas des perspectives et si on ne donnait pas du sens à ça. Le turnover, les arrêts de maladie, la durée et le nombre d'arrêts de maladie est aussi un critère que moi j'utilise comme étant vraiment un facteur. Autre critère important, c'est la précarité du type d'emploi. Alors après, ce sont des choix stratégiques que l'on peut faire. Nous, on fait le choix permanent du CDI, quel que soit l'âge, quel que soit le poste. On évite les CDD, on évite l'intérim, ou en tout cas, c'est structuré. On fait en sorte que ça n'existe pas. Dans notre processus ISO, typiquement, on a un objectif qui est 6 emplois précaires, au sens de l'ISO, CDD, intérim. Alors, paradoxalement, ils ont mis l'apprentissage dans la précarité. Nous, on est plutôt de culture de promouvoir la formation, et donc d'accueillir des stagiaires de tout niveau, des alternants de tout niveau. C'est une excellente méthode de recrutement. Et là encore, ça contribue. Prendre des alternants, c'est une démarche RSE. C'est contribuer à la formation de la jeunesse et contribuer à nos salariés et à leur demain. insertion. Et à l'insertion des jeunes. Bien évidemment. Ça paraît bête, mais voilà. Donc là, typiquement, faire de la RSE, c'est pas compliqué. Après, il y a des indicateurs qui sont officiels et officieux. Donc, on pense à l'index égalité homme-femme.
voilà, qui a fait beaucoup parler ces dernières années. Après, il y a aussi, là encore, des mesures assez simples. C'est tout simplement avoir la porte de son bureau qui est ouverte pour permettre à chacun de pouvoir venir s'exprimer, venir dialoguer, quel que soit son service, sa fonction, son ancienneté. Il n'y a pas de questions bêtes. Et donc, un indicateur sur lequel on est assez attentif, c'est au-delà de l'absentéisme, c'est les arrêts maladie, c'est le burn-out, c'est toutes ces choses-là, c'est les conflits, les crispations entre services. Est-ce que l'information circule? Est-ce qu'il y a de l'entraide? Est-ce que les projets sont dynamiques et bien drivés? Ça c'est important, et ça c'est des choses qu'on regarde. Une part qualitative et quantitative oui, quand même. Oui, il y a les deux. Après, il y a aussi le fait d'avoir des enquêtes qui sont anonymisées, parce qu'on pourrait se dire qu'il y a un biais quelque part, de se dire quand on pose la question, on provoque quelque part, c'est des questions presque rhétoriques. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place le sondage Great Place to Work, qui est annuel, où là il y a une batterie de tests avec des questions qui sont variées sur différentes thématiques, que ce soit le management, la promotion, la mobilité interne. Enfin, les sujets sont nombreux et sont anonymes. Et donc ça permet aussi d'avoir une certaine représentativité, parce que des fois, on va dire, ce qui parle le plus, c'est quand soit tout va bien ou soit quand tout va mal. Donc quelque part, en fin de compte, est-ce que c'est représentatif? On ne le sait pas. Donc là, c'est pour ça que tout le monde est invité à y répondre, et c'est fait avec périodicité. Donc c'est pour pouvoir suivre un peu une évolution et de se dire, est-ce que c'est le coup d'une fois parce que c'est la nouveauté, ou donc ça c'est très important, c'est d'être aussi régulier dans ces efforts. Après, il y a le fait de conduire aussi annuellement des entretiens. Dire, c'est un temps dédié où, entre guillemets, il peut y avoir là un dialogue avec un intuitu personae, où on peut parler là aussi très librement et exprimer ses frustrations, ses envies, ses propositions. Et donc, suite à ça, c'est les collecter, mais c'est surtout en faire l'analyse. Et de façon, là aussi, très humble, et de se dire, il y a eu des succès, il y a eu des échecs, il faut accepter aussi de se remettre en question pour faire grandir l'ensemble. Et ça, je pense que quand on marche une fois plus dans la confiance, dans la transparence et dans le respect d'autrui, c'est le terreau un petit peu de l'élévation collective. Donc effectivement, du quantitatif et du qualitatif. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'avoir cette souplesse et cette spontanéité dans nos actions, tout en étant, entre guillemets, cadré avec, non pas des labels, mais des audits qui vont un petit peu crédibiliser les actions et acter d'une montée en compétences. Donc on essaye de conjuguer les deux. Pour nous, ce sont vraiment des baromètres internes qui nous permettent à la fois d'avoir des retours qualitatifs, où on ouvre le dialogue, et d'avoir des retours de nos collaborateurs et des retours de score, donc des choses beaucoup plus chiffrées. C'est très facile à mettre en place. Maintenant, il y a plein d'outils qui permettent de lancer des sondages totalement anonymes et d'avoir des résultats. On parlait de Great Place to Work, qui est un bon rendez-vous annuel pour nos collaborateurs. Et également, on utilise depuis peu l'application Swile, qui permet également, qui propose une offre engagement et qui permet de réaliser des sondages tout au long de l'année. Donc on garde toujours le lien, puisqu'on évoquait le télétravail, et effectivement on ne se rencontre pas, on n'a pas de pause machine à café, donc c'est difficile d'avoir une communication assez spontanée. Et par le biais de sondages comme Swile, c'est vrai que régulièrement, on demande des tendances, le mood de la semaine, l'humeur, les réussites, les jours moins sympas. Et c'est vrai que ça, sous forme un peu ludique, ça permet d'engager la conversation et puis d'avoir un baromètre de l'humeur, des tendances, de l'épanouissement de nos collaborateurs ou de leurs attentes. Ils deviennent acteurs et co-constructeurs de la culture d'entreprise, de l'identité, des futurs chantiers, des améliorations. Donc on se sent, je pense, au niveau de la direction moins isolé et peut-être plus dans l'échange et dans le partenariat avec les collaborateurs. Et aussi sont plus concernés finalement et plus porteurs du sujet et RSE. Voilà, et beaucoup plus impliqués. Ils se sentent acteurs. Bien sûr. Et c'est vrai que ça permet de détecter aussi des choses qui, de prime abord, sont entre guillemets contre-intuitives. On parlait du télétravail, mais comme on dit, la dose fait le poison. Et en fin de compte, au bout d'un moment, il y a certaines personnes qui disaient « Moi, mon salon, j'en peux plus. Je suis très heureux quand je me dis que j'ai une baguette de pain à aller chercher. » Et donc, par rapport à ça, on a mis en place, on a proposé des espaces de coworking
où les gens puissent se rencontrer entre différents services ou tout simplement, même seuls, pour de la gestion de projet ou pour tout simplement changer d'air. Et ça, on le comprend tout à fait. Donc, c'est vrai que voilà, il faut arriver à trouver quelque chose qui soit équilibré, qui permette à chacun de se projeter dans la durée. Donc, c'est vrai qu'on essaye de multiplier ces vecteurs. On n'a pas parlé du CSE aussi, mais qui est un organe qui est indépendant et qui permet aussi de collecter de la donnée, d'y réfléchir et de proposer après des actions correctives ou d'amélioration. Donc, on voit que il y a beaucoup de pistes qui peuvent être explorées Et on fait un vrai focus, c'est vrai, sur la qualité de vie au travail, parce qu'on a un métier qui est complètement, qui repose sur l'humain, que ce soit les compétences internes, puisqu'on est dans de la conception de logiciels. Donc le cœur de notre métier, c'est vraiment la partie développement, conception, formation. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment valoriser et entretenir, chérir. Après, c'est vrai que par rapport au RSE aussi, c'est essayer de mettre en adéquation, tout à l'heure, on a dit les actes et les paroles. Et c'est vrai que, entre guillemets, l'identité de Teranga, c'est prendre soin de ceux qui prennent soin des autres. Et donc, par rapport à ça, ce qu'on veut, c'est essayer d'être, entre guillemets, non pas exemplaire, parce que tout le monde est perfectible, mais au moins de mettre toute notre bonne volonté et d'arriver à témoigner un engagement avec le cœur, parce que c'est vrai que tout à l'heure on parlait de l'aspect réglementaire, donc il y a une dimension qui est obligatoire, mais il y a aussi une dimension qui est proactive. Donc c'est quelque chose qui n'est pas coercitif, donc qui est sur la base du volontariat. Donc c'est vraiment essayer de témoigner à nos clients et à nos parties prenantes qu'il y a une vraie croyance, sans parler de religion, mais dans ce qu'on fait. On a des valeurs d'entreprise qui sont très fortes et qui participent à l'identité. Donc il a fallu, on était déjà conscient de ces valeurs et on les portait. Et il a fallu les formaliser et les démontrer. Aujourd'hui, notre mission, c'est effectivement prendre soin de ceux qui prennent soin des autres. Et nos valeurs humaines, elles sont sur l'écoute et le sens du client, la proximité, l'innovation, l'empathie et l'humilité. Et tout ça, on doit le retrouver, donc on le retrouve chez nos publics externes, mais également en interne. Et la RSE nous permet de mettre en valeur ce qu'on est, ce qui nous définit. Et donc, oui, à travers ça, on retrouve le projet au service des utilisateurs, par l'humain, pour l'humain. Et la RSE nous aide aussi, puisque en tant qu'éditeur de logiciels, on a un modèle qui est 100% SaaS, donc qui permet de réduire le nombre d'unités centrales, d'infrastructures, de maintenance, mais on fait appel à des hébergeurs. Donc quelque part, ça les contraint également, et ça accélère un petit peu la migration pour pouvoir utiliser des énergies propres, pour avoir un data center qui soit localisé soit en Europe, soit en France. Donc on voit que quelque part, on est aussi, en tant que société, une partie prenante d'autres sociétés. Donc il y a une intrication qui est très forte, et il y a une dynamique qui est collective. C'est vraiment l'évolution, moi, je vois dans toute la partie RSE, c'est qu'il y a une réglementation de plus en plus forte au niveau européen, au niveau français, qui va demander aux grands donneurs d'ordre d'être très très vigilants là-dessus et de démontrer qu'ils ont une action et qu'ils sont efficaces sur ces sujets-là. Et automatiquement, ils vont demander à vous tous, leurs clients, s'ils vous financent, leurs fournisseurs, tous, de pouvoir démontrer que vous aussi, vous faites ce qu'il faut. Oui, donc pour encourager. La difficulté actuellement, c'est qu'il n'y a pas d'indicateur qui soit commun à tous. Il n'y a pas de règles. Il y a l'ISO 26000, il y a le GRI, il y a énormément de référentiels. Donc on ne sait pas trop où aller. Mais là, tout est en train de se normaliser. Il y a des choses qui vont être définies clairement. Et petit à petit, tout ça va devenir beaucoup plus... C'est vrai qu'on voit qu'il y a une tendance de fond qui est un petit peu irrémédiable. On voit que la Banque de France intègre dans ses critères de rating le RSE. Donc, quel que soit le référentiel, la labellisation, on voit que quelque part, la problématique, elle est scopée. Oui. Et comme c'est long quand même de se mettre dans cette démarche, vous l'avez dit, ce n'est pas quelque chose qu'on peut intégrer du jour au lendemain. C'est important de s'y mettre dès maintenant, parce qu'après, il y aura du retard. C'est une nouvelle culture. Voilà, c'est une nouvelle culture d'entreprise qu'il faut intégrer à tous les échelons et dans tous les services, et vraiment de façon permanente. C'est vrai que ce n'est pas une option, c'est quelque chose qui va être
obligatoire. Il faut s'y mettre. Et donc pour on ne a eu pas... le sentiment que ça redescendait et qu'on s'est inspiré. Mais il faut s'y mettre en se disant c'est bon. Ah oui, Il ne faut pas s'y mettre parce qu'on va être contraint seulement. Il faut s'y mettre parce que quand on analyse le sujet, on sait que c'est bon. C'est-à-dire qu'on est tous, on a tous envie que la planète aille mieux, que les gens aillent mieux, que nos salariés aillent mieux. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut contribuer. Si ce n'est pas anticipé, ce sera subi et mal vécu. Voilà, c'est ça, Donc, tout à fait. Quand vous allez avoir des questionnaires qui vont tomber, des obligations de produire des indicateurs... On les aura quand même. Ou des pressions, oui, des mais pressions si vous des y avez clients, déjà des pressions des réfléchi, clients qui voilà, nous disent, et que on va vous vous êtes... déréférencer voilà. parce que vous n'êtes pas... Il y a des Telle marchés, notation. il y a des marchés qui ont des clauses contraignantes d'environnement ou sociales, d'intégration de public en difficulté, etc. Et donc, voilà, il n'y a pas de choix. Donc, tu parlais de réglementation tout à l'heure. Au-delà des réglementations, est-ce qu'il y a des nouvelles tendances qu'on voit émerger? On va peut-être parler rapidement tout à l'heure d'outils pour la mesure justement d'informations extra-financières. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se dessinent dans l'environnement RSE qu'on peut attendre? Les sujets qui sont vraiment prégnants actuellement, c'est tout ce qui touche au climat, donc à la lutte contre le réchauffement climatique et à tout ce qui est adaptation au changement climatique. Donc ça, c'est assez difficile quand on est une PME, quand on n'est pas producteur de charbon, de se dire est-ce que ça peut me toucher? Mais oui, il faut se poser des questions, il faut analyser son risque. Vous avez peut-être des clients qui vont avoir des produits qui vont complètement changer parce que leurs produits ne sont plus adaptés. Il n'y aura plus de moteur thermique d'ici quelques années. Si vous êtes un sous-traitant qui fabrique des pièces pour ces moteurs, il faut trouver d'autres leviers de développement. Donc, même une PME peut être touchée par ces sujets. Et ça, ce sont vraiment des sujets prégnants actuellement pour tous les financiers au niveau européen, au niveau de l'État français qui s'est engagé sur une réduction. En complément, je pense qu'on peut souligner l'action de BPI France qui met en place un certain nombre de dispositifs pour les PME et ETI de toute taille. Et donc, ils ont, sur le réchauffement climatique, il y a un dispositif Écoflux qui permet à tout un chacun, employeur, de faire un audit global énergétique de son entreprise. Alors là, avec tout type d'entreprise, c'est-à-dire que ce soit des data centers ou une usine, on a des sujets climatiques. Et donc, déjà en faire un audit, c'est entrer pleinement dans une démarche RSE. C'est subventionné, donc c'est un coût relativement abordable. Et au moins, on fait un bilan de l'existant. Et après, on se dit, on se donne 2 ans, on se donne 5 ans. Je dirais qu'après, c'est le législateur qui nous dira la vitesse. On ne sait pas orienter Voilà. l'effort. Exactement. Donc, c'est pour ça que la logique d'audit préalable sur les différents sujets permet de fabriquer une première feuille de route d'une démarche RSE, en fait. On arrive à la fin de notre table ronde pratiquement, donc c'est le moment de poser des questions. S'il y a des personnes connectées qui souhaitent avoir votre avis sur différents sujets, n'hésitez pas. En attendant, peut-être un dernier rappel synthétique, on va dire, sur tout ce qu'on s'est dit. Si vous devez donner un conseil aujourd'hui aux entreprises qui font déjà un petit peu d'RSE sans être structurées, qu'est-ce que vous leur conseillerez pour justement se structurer efficacement? Est-ce qu'il y a un axe prioritaire? Moi, je dirais que c'est d'abord être décomplexé par rapport au sujet. Donc c'est que il faut pas se mettre la pression. Il faut pas se mettre la pression, il faut pas hésiter à y aller. De toute manière, on l'a dit, c'est irrémédiable. Donc quelque part, c'est avoir du bon sens entre guillemets, de se dire qu'il faut se saisir du sujet assez immédiatement. On le voit on le voit aussi sur les investisseurs qui ont des obligations de placement, d'achat d'actifs qui soient de plus en plus orientés ISR. Donc par rapport à ça, c'est libérer les énergies et ne pas hésiter à impliquer le maximum de parties prenantes pour échanger. Parce que les bonnes idées, elles foisonnent, elles sont multiples et quelque part, tout le monde a sa spécificité. Donc il n'y aura jamais 2 entreprises qui auront les mêmes problématiques. Par contre, si on les confronte, qu'on les agrège, on arrivera peut-être à trouver des formulations qui seront intéressantes, à éviter des erreurs ou à gagner du temps. Et après, ne pas hésiter aussi à se faire accompagner par quelqu'un qui a une pratique, qui a un regard assez aiguisé sur les pratiques de place pour pouvoir vraiment arriver à une certaine discipline et un petit peu arriver à bien jalonner et cadencer l'effort. Je pense qu'un outil basique, la RSE, c'est 7 axes. Il y a 7 axes d'amélioration, 7 domaines d'intervention. Les reprendre, alors ils existent partout, on les trouve sur Internet, et en fait, ils sont parfaitement décrits. Et donc, utiliser cette première trame, qui est commune à toutes les personnes qui veulent faire de la RSE, qui est la trame utilisée dans l'ISO 26000, et dans un premier temps, peut-être,
essayer de fabriquer un groupe de travail volontaire dans l'entreprise, représentatif de tous les métiers. Ça, je pense que c'est vraiment tous les métiers, toutes les strates de l'entreprise, ça c'est fondamental. Et ensuite, faire l'inventaire de ce qui existe en essayant de les loger dans ces 7 axes, ces 7 domaines, et ensuite de se dire, tiens, là-dedans, et là, le constat, il sera toujours positif parce que tout le monde va se rendre compte que, tiens, on fait de la RSE. Donc ça, ce sera la grande surprise. On fait de la RSE, et ensuite, c'est de se dire, comment je complète ça, et vers quoi j'ai envie d'aller, parce que je suis plus fan de ça ou plus fan de ça, ou que mon entreprise correspond plus à ça qu'à ça. Et je dirais que là, et ça y est, la locomotive est en marche, et derrière, ça suivra parce que ça va créer une dynamique. Voilà. Alors on a une question, une personne qui demande si le replay sera accessible dans les prochains jours. Tout à fait. Nous communiquerons le lien d'accès à ce replay sur notre site web et les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Et je crois qu'il y a une personne qui a eu un problème de connexion et souhaite avoir une information complémentaire sur la trame avec les 7 axes. Où est-ce qu'on peut la trouver? Sur Internet. Ce sont les axes de l'ISO 26000. D'accord. C'est les 7 principes de la responsabilité sociale, c'est la définition précise. Donc c'est la redevabilité, la transparence, le comportement éthique, la reconnaissance de l'intérêt des parties prenantes, le respect de la légalité des conventions collectives, le respect des normes internationales de comportement et le respect des droits de l'homme. Voilà. Qu'ensuite, on va décliner en gouvernance, en relations, conditions de travail, environnement, relations d'affaires équitables, protection, information des clients. Donc là, on est plutôt sur la logique des parties prenantes qu'on a évoquées tout à l'heure. Très bien. Bien. Merci beaucoup. Merci à vous 4 pour votre participation. Merci. Merci à vous tous d'être connectés et d'avoir suivi notre webinaire. On vous donne rendez-vous dans les prochains mois pour la 3e édition de notre table ronde entrepreneur.